généralisée. Alors, je vous souhaite d'abord la bienvenue à toutes et à tous à cet atelier. On va lancer la présentation. Les premières slides ne sont pas très importantes de toute façon. C'est les rappels des gestes barrières que vous connaissez maintenant parfaitement. Donc, bienvenue à cet atelier sur un thème qui, bien sûr, concerne les entreprises, la relocalisation, les risques et opportunités, mais qui s'est invité finalement dans le quotidien de tout le monde, de chaque citoyen. Quand on parle de médicaments qui parfois ne se trouvent pas dans les officines, quand on commande un véhicule et que les mois s'allongent avant de pouvoir le recevoir faute de semi-conducteurs pour pouvoir les équiper, ou bien encore quand on pense au prix de certains biens qui vont grimper faute de matières premières ou faute de chaînes de production et d'acheminement robustes. Alors sur ce thème, on pourrait discourir longtemps. C'est un thème qui a fait l'objet de beaucoup de commentaires. C'est une magnifique boîte de Pandore, extrêmement, merci beaucoup Jean-Baptiste, extrêmement riche, passionnante et passionnée, mais on va devoir la réduire à une analyse à travers les grands thèmes et les grandes méthodes de la gestion des risques. Donc, je suis Laurent Boussu, je suis directeur risque, assurance et contrôle interne du groupe Servier, donc groupe pharmaceutique, second laboratoire pharmaceutique français. Nous sommes dans la salle Batman, pour les plus cinéphiles, le film de 89, génialement mis en scène par Tim Burton et admirablement mis en musique par Prince. Je ne vais pas pouvoir convoquer ni Batman, ni Robin, ni le Joker. J'aurai avec moi 3 intervenants dont je vais vous détailler le parcours et qui vous permettront de vérifier qu'ils sont tout à fait compétents et pertinents sur cette thématique. Tout d'abord, Laurent Giordiani, du cabinet Q et associé, donc qui est l'associé fondateur du cabinet Q et qui est responsable de la practice risk management. Il est diplômé de l'ESSEC, bravo. Il a commencé sa carrière en Allemagne, dans le groupe Yves Rocher, un groupe français qui visiblement avait lui aussi délocalisé en Allemagne une partie de ses activités. Il a rejoint ensuite la practice achat supply dans un cabinet de conseil KPMG. En 2002, il a participé donc à la création du cabinet Q et il y développe la practice risk management pour aider les entreprises sur leurs problématiques de continuité d'activité, de structuration des programmes, de plan de continuité d'activité. Et dans ses faits d'arbre notables, il a coécrit un ouvrage qui s'appelle « La gestion du risque supply chain dans l'entreprise » dans les collections de la Marée, ouvrage qui a été primé par les plumes des achats. Deuxième intervenant, Maurizio, avec qui nous avons quelques difficultés de connexion. Maurizio Michele qui nous salue, merci, bonjour Maurizio. Maurizio est donc au sein de ST Microelectronics Group Vice President. Non, je vais reprendre mes petites notes, pardon. Pour pas dire, c'est donc Group Vice President du Corporate Insurance Risk Management et il est en charge des transferts des risques et de la stratégie de financement des risques. Pendant une dizaine d'années, il a été chargé, toujours au sein de ST Microelectronics, de développer le processus ERM, Enterprise Risk Management, tel qu'il lui était demandé par le conseil d'administration, et selon les normes ISO 31000. Il a démarré sa carrière dans l'assurance chez Chubb, personne n'est parfait, à Boston, en tant que Loss Control Trainee, et puis il a évolué ensuite vers le courtage chez Sedgwick, donc vraiment un parcours très complet. En tant que responsable du contrôle des risques pour l'Italie et l'Europe du Sud. Et ensuite, il va rejoindre enfin le monde de l'industrie dans le groupe Pirelli dans un premier temps et ensuite chez Impregilo, qui est spécialisé dans les travaux publics. Et enfin, troisième intervenant pour la partie assurance, Jean-Baptiste Régnier, directeur souscription dommages chez Allianz Global Corporate Solutions, plus connu sous l'acronyme AGCS. Donc, qui est en charge de la région Méditerranée et Afrique depuis maintenant 13 ans. Il est ingénieur de formation spécialisé en gestion des risques. Il a acquis une expérience dans la construction de programmes de perte d'exploitation suite à dommages, mais également perte d'exploitation sans dommages. Et c'est donc à ce titre qu'il pourra nous éclairer sur la partie assurance. Voilà pour le casting. Alors,
Petite précision, on a perdu un peu de temps, on va essayer de rattraper le temps perdu. On laissera bien sûr l'opportunité d'avoir des échanges avec vous, commentaires, questions sur les points qu'on va aborder. On a fait le choix aussi de vous autoriser à nous interrompre si vous le souhaitez pour poser des questions. Donc n'hésitez pas à tendre une petite main pour nous signaler si vous avez un commentaire, une question, et je passerai vous passer ce micro-ci, à moins qu'il y en ait un deuxième. Je ne crois pas. Il y en a un deuxième. Il y en a même trois. Bah, magnifique. Donc on acceptera d'être interrompu. Alors, hop, ça marche. Alors, sur le sujet des relocalisations, encore une fois, ça a été beaucoup commenté, c'est vraiment un sujet d'actualité. Et puis je pense que la campagne électorale en France qui s'ouvre est encore l'occasion de nombreux débats sur le sujet. Mais in fine, quand on parle notamment de gestion des risques, ce qui est important, c'est de comprendre le risque dont on parle, d'en comprendre les différentes composantes. Donc Laurent, je me propose que tu nous fasses un éclairage, pardon, je ne parle pas dans le micro, un petit éclairage justement de ces grandes notions autour de délocalisation, relocalisation, etc. Merci Laurent, bonjour à tous. Alors effectivement, tu l'as très bien dit, en cette période préélectorale, on en entend beaucoup parler, quelquefois de façon un petit peu trop simpliste à notre goût. Donc on voulait commencer par faire un petit éclairage. Alors, rapidement, c'est un cabinet de conseil, Laurent en a déjà parlé, donc on ne va pas s'apesantir sur le sujet. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous aurez ça avec les slides. On voulait commencer par donner un peu de sens aux mots. Parce qu'on ne peut pas réellement parler de relocalisation, qui est le sujet de l'atelier, sans parler de délocalisation. Et délocalisation, déjà en soi, ça revêt plusieurs concepts. Donc, bien les comprendre, c'est aussi être capable d'apporter d'éventuelles solutions derrière. Donc, délocalisation en anglais, c'est offshoring. Donc, ça, c'est quand vous allez très loin. Nearshoring, quand vous allez un peu plus proche. Ça consiste à changer le lieu d'une production. D'une unité de production. Donc quand on ouvre, et c'est à ça que tout le monde va penser, quand on ouvre une nouvelle unité de production à l'étranger et qu'on ferme une usine chez nous, c'est le premier effet de la délocalisation. Ça peut être aussi recourir à de la sous-traitance là où on produisait précédemment. Donc ça veut dire externaliser. Dans ces cas-là, c'est plutôt de l'outsourcing. Ou alors, ça veut dire aller chercher un fournisseur plus loin que la porte à côté. Et dans ces cas-là, ça va être du sourcing dans un pays étranger. Et on délocalise quelque part une partie de notre panel fournisseur. Ça peut être aussi créer une nouvelle unité de production en lieu et place d'une unité qu'on aurait créée sur le territoire national pour pouvoir, par exemple, adresser un marché local, et ça sans forcément une réduction de l'activité domestique. Dans les trois cas que je viens d'évoquer, ça a une incidence qui va être négative sur le produit intérieur brut, puisque quelque part on va baisser les emplois, on va baisser l'investissement qui avait lieu sur le territoire national au profit d'un territoire étranger. Ça va aussi avoir une incidence sur la balance commerciale, puisqu'on va avoir plus d'importations et moins d'exportations vis-à-vis de l'extérieur. Le terme central de l'atelier, c'est la relocalisation. Donc dans ces cas-là, on va parler de rearshoring ou on va parler de downshoring ou nearshoring en fonction. Encore une fois, on verra, ça revêt plusieurs concepts. En tout cas, ça ne veut pas forcément dire qu'on rapatrie dans le pays d'origine des productions qui se trouvaient initialement. Ça peut être dans un pays autre pour des raisons qu'on évoquera plus tard. Et on aurait pu aussi rajouter un dernier terme qui est celui de localisation. C'est-à-dire qu'on a entendu parler cette semaine de gigafactory dans le nord de la France. Alors déjà, giga, on parle de l'électricité, on ne parle pas forcément de la taille de l'usine. Donc faut garder raison en la matière, mais là on localise une production qui n'existait pas et on la localise chez nous. Donc voilà, les termes étant posés, on pouvait difficilement parler de relocalisation sans parler de ce qui avait conduit à délocaliser un maximum de choses ces dernières décennies. Et en cela, on va parler de la mondialisation. Donc ça fait 30 ans qu'on connaît ce terme-là, au départ de façon positive et puis de plus en plus de façon négative. Donc c'est la mondialisation qui est à l'origine des délocalisations. Pour faire un brin d'histoire, au mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus, 1989, il y a la chute de Berlin, et puis quelque part, il y a
la fin de la rivalité entre le socialisme et le capitalisme. Le capitalisme bat à plat de couture l'économie régulée socialiste, et c'est le développement du libre-échange qui va conduire beaucoup d'entreprises à transférer une partie notable de leur activité à l'étranger. Et puis vous voyez là, ça représente en fait le produit intérieur brut mondial. Donc on va avoir un produit intérieur brut qui va être maximisé à travers les 3 décennies précédentes, et on va transférer vers des pays dits à faible coût de main-d'œuvre. Alors en Europe de l'Est au début, en Asie ensuite, des productions qui étaient auparavant réalisées dans des pays occidentaux, en France en particulier. Donc on le fait à la fois pour des raisons économiques, trouver de la productivité coût, puis on le fait aussi, il ne faut pas l'oublier, pour aller chercher de nouveaux débouchés dans des pays qui, jusqu'à présent, n'avaient pas forcément un accès à ces produits. Alors, il se trouve que pour une fois, et c'est pas forcément une bonne nouvelle, la France est championne du monde de la délocalisation. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête avant de s'intéresser au sujet, mais il y a eu un effet qui est lié à la fois à des politiques publiques qui en France ont privilégié la demande pendant plusieurs décennies au détriment de l'offre, comme ça a pu être le cas en Allemagne. Donc ça a été un inducteur assez important pour favoriser les délocalisations. Ça s'est traduit en particulier par une fiscalité sur les facteurs de production qui, jusqu'à une période très récente, était plutôt en augmentation, et en tout cas était proportionnellement plus importante que d'autres pays développés. Et puis pour les entreprises, les grandes en particulier, qui font un peu la spécificité de notre tissu économique, il y a eu un choix qui a été fait, qui était pour partie la résultante de ces politiques publiques, mais pas que, choix de la moyenne gamme, plutôt que du développement du haut de gamme et du premium. Donc tout ça, ça a accéléré la désindustrialisation de la France, parce qu'en plus, quand vous choisissez de vous positionner sur du moyenne gamme, vous choisissez vous choisissez pas d'ailleurs, vous vous apercevez rapidement que vous vous retrouvez en concurrence avec des pays qui ont des contextes économiques, en particulier des coûts qui sont beaucoup plus favorables que les vôtres, et puis vous rentrez dans une espèce de cercle vicieux qui vous pousse à aller toujours plus loin, chercher de la compétitivité, et puis quelque part, à fermer des sites de production ici, à les mettre ailleurs, à outsourcer des productions que vous internalisiez jusqu'à présent, et à les faire porter par des tiers, et puis aller chercher des tiers de plus en plus loin. Donc on bat un triste record. La France, je ne sais pas si vous le mesurez, mais en préparant cet atelier, ça m'a frappé. Avec le Royaume-Uni, nous sommes les 2 pays les plus désindustrialisés du G7. Et alors j'ai trouvé ce graphe que je trouve excessivement parlant. C'est la part de l'emploi des filières industrielles à l'étranger sur l'emploi domestique. Donc si on prend un exemple, les grandes entreprises françaises, qui sont l'essentiel de celles qui sont concernées par la désindustrialisation, il y a 62% de leur emploi qui se trouvent en dehors de l'Hexagone, à rapporter à l'Allemagne, où on est à moins de 40. Donc on est les champions du monde de la désindustrialisation. Et puis, depuis les années 80, ça s'est traduit par une réduction de la moitié des effectifs de l'industrie française. Voilà, donc triste panorama, et qui explique pourquoi on en parle beaucoup aujourd'hui. Donc ça s'est traduit par quoi aussi? Ça s'est traduit par une complexification des chaînes de valeur. Je l'évoquais en creux, mais on est passé de modèles qui étaient en général très verticalisés, très intégrés, à des modèles de plus en plus externalisés. Donc les entreprises se sont recentrées sur ce qu'on a appelé leur activité cœur de métier, donc jusqu'à des modèles qu'on appelle fabless. Il y en a qui sont connus et successful. Ça va être le modèle Apple que tout le monde connaît. Puis il y en a d'autres qui sont peut-être même à l'origine du concept, qui sont juste dramatiques. C'est le modèle Alcatel, qui n'existe plus aujourd'hui et qui a été parmi les premières entreprises à conceptualiser ce modèle de développement. Ça s'est traduit aussi par une spécialisation des bassins géographiques, c'est-à-dire vous avez des zones dans le monde qui vont concentrer l'essentiel de la production
des semi-conducteurs pour l'Asie, des câbles, du câblage électrique, des disques durs en Thaïlande par exemple. Donc vous vous retrouvez en fait avec somme toute assez peu de choix en tant qu'entreprise pour aller sourcer les produits en question puisqu'ils n'existent plus dans d'autres parties du monde. Et puis vous avez un étirement des chaînes d'approvisionnement et de distribution. Alors j'insiste, d'ailleurs je n'ai pas forcément suffisamment insisté là-dessus, mais quand on parle de délocalisation, on parle de délocalisation à la fois pour le sourcing et puis pour la distribution, ce qu'on appelle la supply, ça va des fournisseurs aux clients. Et il ne faut pas oublier qu'in fine, c'est même l'objet même de la supply, c'est de fournir des clients. Donc ça s'est traduit par l'étirement des chaînes d'approvisionnement et de distribution. Donc, plus vous étirez les chaînes, plus vous rallongez les distances, plus vous augmentez la probabilité de vous retrouver confronté à un certain nombre d'aléas. En tout cas, vous les maîtrisez beaucoup moins bien. Ça a voulu dire aussi développer des nouvelles façons de coopérer entre entreprises, donc travailler de façon beaucoup plus intégrée avec des systèmes de partage d'investissement, de co-conception, des systèmes de synchronisation de la production. Ça s'est traduit aussi par des modèles qui vont vous intéresser en tant que risk manager. On est passé de modèles dits en flux poussé, dans notre jargon, des modèles supply. Donc flux poussé, vous produisez, vous faites du stock et puis voilà, vous les poussez vers les clients, à des modèles dits en flux tiré. Donc c'est la demande du client qui va tirer votre système de production. Alors c'est super parce que ça permet d'optimiser tous les étages et d'avoir des systèmes très lean, donc des systèmes très efficients, en particulier d'un point de vue capitalistique. Pour autant, voilà, c'est des systèmes qui sont très fragiles lorsque ça ne fonctionne pas aussi bien que ça ne le devrait. Et puis, développement du single source, voilà, quand vous êtes dans des systèmes comme ça, vous allez essayer de massifier. Donc, plutôt que d'avoir plein d'alternatives, vous concentrez tout chez un tiers. C'est génial tant que ça marche. Quand ça marche moins bien, c'est un vrai sujet. Donc, on est passé d'un approvisionnement et d'une distribution de proximité à quelque chose de beaucoup moins contrôlable et même appréhendable à l'échelle d'une entreprise. Donc la crise Covid par rapport à tout ça, c'est ça qui nous a interpellés. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la petite photo de droite, mais ça ressemble à l'autoroute A7 le premier week-end d'août. C'est le canal de Suez avec des embouteillages au nord, des embouteillages au sud. Et ça, c'était la résultante de cet accident de l'Ever Given qui a... Je ne sais pas si le paquebot, le capitaine du porte-container avait un coup dans le nez. Toujours est-il qu'il a réussi à faire une sortie de canal et à le bloquer pendant plusieurs jours. Et de fait, on s'est aperçu à cette occasion-là qu'on bloquait l'économie mondiale qui transitait largement par une seule et même voie de communication. Donc le Covid et l'Ever Given, ça a fait prendre conscience qu'on pouvait être soumis à des pénuries auxquelles on ne pensait pas. Alors, le côté dramatique dans le secteur de la santé, c'était le début de la pandémie avec les masques, avec les respirateurs, etc. Aujourd'hui, on parle beaucoup des semi-conducteurs. On pourrait parler de beaucoup de matières premières, des matériaux de construction, de beaucoup de choses qui manquent et qui sont un peu consubstantielles de la configuration des supplies actuelles. On s'est aperçu qu'on était dépendant de l'étranger. Alors ça fait paniquer tous les hommes politiques en particulier, et ça a nourri de beaux discours. Je me suis amusé à regarder d'ailleurs les phrases des uns et des autres. Alors, il y a une espèce de consensus, et de José Bové à Éric Zemmour, en passant par les hommes politiques un peu plus classiques, qui font tous un effort de démagogie sur le sujet. Ce sera la seule appréciation politique de l'atelier, je vous préviens. On ne va pas déborder, sinon on n'est pas ça a été coupé au montage. On la coupera au montage, mais voilà. C'est tout ça pour souligner que c'est pas aussi simple. Saturation des infrastructures de transport. Aujourd'hui, on y est soumis. Le canal de Suez, c'est un bon exemple, mais il y a aussi moult infrastructures portuaires qui aujourd'hui sont complètement saturées. Donc, quand bien même votre porte-container arrive, décharge, vous avez un container qui va mettre 3 semaines à sortir du port, tout simplement parce qu'il y a un engorgement pas possible. Planification de la demande, on l'oublie, mais aujourd'hui, c'est le sujet essentiel. Si on se retrouve dans cette situation, c'est parce qu'on se retrouve avec, on appelle ça des effets bullwhip, donc c'est des effets coup de fouet. Donc on a mal anticipé la reprise. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une demande qui est totalement disproportionnée par rapport aux moyens de production. Et puis enfin, manque de visibilité sur la supply. On aura l'occasion de faire du ping-pong avec Jean-Baptiste sur le sujet tout à l'heure, parce que ça va être un des éléments qui va permettre ou non aux assureurs d'intervenir sur ce type de problématique. Donc
les délocalisations et les relocalisations qu'on appelle de notre vœu. Au vu de tout ça, c'est pas aussi simple qu'il y paraît. On aura l'occasion d'en débattre. Ouais. Effectivement, c'est effectivement pas si simple qu'il n'y paraît et que on voit que c'est une situation qui s'est installée depuis fort longtemps et qui commence à toucher les entreprises, comme je disais en introduction, l'ensemble des utilisateurs ou consommateurs finaux. Euh, Après cet exposé, merci beaucoup Laurent, on va passer la main à Maurizio pour une vision particulière et aussi dans l'actualité de ST Microelectronics, fournisseur de semi-conducteurs entre autres. Alors, un peu d'indulgence sur les considérations techniques parce qu'on est en train de jongler entre du SMS et du Teams, donc c'est un peu compliqué. Donc, j'espère que Maurizio va pouvoir prendre la main. Donc, encore une fois, avec cette première vision d'un industriel, de savoir comment ST s'est finalement inscrit dans ce mouvement, comment ST a anticipé, s'est préparé sur ces grandes problématiques. Alors, normalement, Maurizio est lancé maintenant. Ou pas. Bonjour, je ne sais pas si vous m'écoutez. Très bien. Ouais, moi, parfois, je vous entends si tu parles dans le micro. Parce que là, j'arrive pas, j'ai rien écouté. C'est un peu compliqué pour moi de suivre Ok. la conférence. Désolé. Pas de souci. Je regrette de ne pas être avec vous aujourd'hui. Pas de souci. Maintenant, en tout cas, j'essaie de donner quelques infos et après, je ne sais pas comment on va continuer. On va s'organiser. C'est la partie résilience. Pardon. C'est la partie résilience. Vas-y, tu peux commenter tes différentes slides. Vas-y, je t'en prie. Oui. Donc, ST, c'est un groupe dans le monde des semi-conducteurs qui fait un chiffre d'affaires à peu près de 13 milliards de dollars en 2021, avec 48 000 salariés, dans lesquels presque 9 000 sont engagés dans la recherche et développement. On a en total 13 usines de fabrication, entre les fabrications de diffusion, donc fabrication plaquettes, et 5 usines, donc 8 usines de fabrication plaquettes et 5 usines qui font l'assemblage des composants électroniques. ST, comme vous pouvez regarder dans la carte, il y a une présence globale. Cette année, ST va célébrer ses 35 ans depuis sa constitution. En fait, en 1987, a été créée suite à la fusion de la société étatique des semi-conducteurs italienne, la SGS Microelettronica, avec la partie de la consommation de l'électronique et de consommation de la Thomson Semiconductor. Et donc, ça a été créé le groupe ST Microelectronics. Donc là, dans la carte, vous pouvez voir qu'il y a les points bleu clair et les points jaunes qui sont les centres de fabrication. Comme vous pouvez voir, il y a une grosse concentration en Europe et aussi une concentration dans le sud-est asiatique. Donc, et ça, c'était toujours plus ou moins la configuration des ST depuis sa constitution. En fait, notre gestion de la pandémie a été bien gérée dans le sens que notre PDG, il n'a pas voulu arrêter aucun site de fabrication. Et ça vient de notre expérience qui s'adapte depuis maintenant presque une vingtaine d'années, parce que déjà en 2001, suite les attentats de le 11 septembre, j'avais personnellement avec mon collègue à l'époque, Gal Messinger, qui était patron de la Corporate Security, on avait rédigé la première police pour la gestion de la continuité de l'activité manufacturière. Et après, finalement, en 2012, la société s'est engagée dans un processus de certification et finalement, en 2016, on a certifié tous les sites selon le standard international, la ISO 22301. Et finalement, aussi grâce au fait qu'on a
un système de gestion de risque qui ça date depuis une vingtaine d'années. On a pu gérer la crise et on n'a pas eu de rupture de chaîne. En fait, là, vous pouvez voir, par exemple, on a eu des exemples. En France, on n'a pas arrêté les usines. En Italie, pareil. Mais par exemple, aux Philippines, à Calamba, où il y avait des mesures de confinement qui étaient assez strictes, qui ne permettaient pas aux salariés de se rendre dans les sites de fabrication, on a créé des dortoirs temporaires avec des tentes. Et finalement, on avait des équipes qui sont restées sur place 4 mois, donc avec des groupes de 2 semaines qui rentraient chez eux. Mais finalement, on n'a jamais arrêté aucun site de fabrication. Voilà. Merci Donc, Maurizio oui. merci pour cette illustration. Donc on voit effectivement que dans ce schéma, la notion de résilience est extrêmement forte, l'adaptabilité, c'est un peu ce qu'on essaie de démontrer même en live maintenant avec cet exercice périlleux. Mais en tout cas, merci pour cet exemple. Malgré tout, Maurizio, le secteur des semi-conducteurs, il est un peu au cœur de l'actualité avec, encore, comme je le rappelais, ces pénuries pour les véhicules. Est-ce que tu pourrais nous en donner des raisons particulières? Pourquoi cette industrie et quelles sont les raisons principales pour lesquelles on constate des formes de pénurie sur l'industrie? Merci pour ta question, Laurent. Donc, justement, la pénurie des composants électroniques, aujourd'hui, il est un peu dans le corps de la presse. On parle tous de la pénurie des composants électroniques. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'en 2020, suite au confinement qui a été imposé un peu dans tous les secteurs industriels, et un des secteurs industriels qui était particulièrement touché, c'était le secteur automobile. Qu'est-ce qu'on a vu? On a assisté à un épuisement des stocks. Donc, vous devez comprendre que aussi le secteur des semi-conducteurs, les puces, des composants électroniques, quelque part, c'est pareil avec le domaine de la mécanique. Donc, on a des composants électroniques qui, aujourd'hui, on pourrait les comparer à des vis, à des boulons, à des rondelles. Donc, à un moment donné, l'industrie de l'automobile a totalement épuisé le stock. Et en même temps, il y a eu une forte demande de digitalisation, donc la digitalisation qui a touché plusieurs secteurs. Aujourd'hui, presque tous de nous, avec le télétravail, ont été obligés d'acheter des caméras un peu plus puissantes, des speakers externes aux ordinateurs, des écrans additionnels. Donc, enfin, ça crée dans plusieurs secteurs une forte demande des composants. Et en plus, qu'est-ce qui s'est arrivé en 2021? En 2021, le secteur des semi-conducteurs a été touché par certains sinistres qui se sont passés un peu partout dans le monde. Donc, on avait commencé au début d'année avec l'incendie au Japon chez une de notre concurrente, surtout dans le domaine de l'automobile. Après, on a eu fin février l'année dernière, au Texas, 3 de notre concurrentes qui étaient touchées par des conditions extrêmes de froid qui ont porté à des coupures importantes d'énergie sur 4 sites importants de fabrication composants. Et finalement, mois de septembre, dans la région de Dresde, aussi là, 3 de notre concurrentes ont été touchées par une importante coupure d'électricité. Donc ça crée effectivement un manque de composants électroniques sur toute la chaîne d'approvisionnement, qui a créé, en effet, ce phénomène de boule de neige. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de rattraper les stocks, de reconstituer les stocks et de remettre
en condition que les cycles de fabrication des différents produits ils pourraient être assurés. Donc, j'espère d'avoir répondu. Malheureusement, je n'entends pas et donc Non, c'est mais un peu bizarre cette oui, je te confirme. intervention. Non, je te confirme qu'on entend très bien et merci beaucoup pour cet éclairage parce qu'on voit qu'on retrouve ici dans l'exemple de l'industrie des semi-conducteurs un peu ce que aussi a décrit Laurent d'une combinaison de facteurs qui fait qu'à un moment donné, comme on dit, ça dérape. Juste un dernier petit point peut-être, Maurizio, Oui. parce qu'on dit relocalisation comme si c'était une évidence, comme si c'était facile. Est-ce que tu peux peut-être nous donner un éclairage sur le process de fabrication des semi-conducteurs et in fine aussi, on peut être très volontaire sur la relocalisation, mais concrètement, ça veut dire quoi pour vous si vous deviez envisager une relocalisation massive? OK, donc là, comme vous pouvez voir, le processus de semi-conducteur, c'est ça, juste le processus de la fabrication de la plaquette, pas du composant fini, parce qu'après, on passerait à l'assemblage. Mais là, c'est un processus qui commence par une plaquette vierge, qui est une plaquette de silicium, silicium, et avec plusieurs passages de métallisation et isolation avec des processus de photolithographie, on arrive à créer un composant. Donc ça, c'est un cycle de passage de fabrication que je ne vous cache pas, il est beaucoup plus complexe que assembler un véhicule. En fait, là, on passe de 650 passages de fabrication jusqu'à 1000 passages de fabrication pour créer un composant électronique. Et après, le composant, une fois que la plaquette a été fabriquée, la plaquette doit être testée. Donc, tous les composants sont testés à 100% d'un point de vue électrique pour assurer que l'intégrité électrique est garantie. Et après, une fois que la plaquette a été testée, donc chaque composant va être coupé dans la plaquette et ils passent à l'assemblage. Ça veut dire qu'ils vont mettre les petites pattes et les connexions électriques et après, il va être emboîté dans une résine pour permettre aux composants d'être embarqués à l'intérieur d'une carte électronique et après, la carte électronique va être intégrée dans le dispositif. Donc, ça, c'est très compliqué. C'est un processus très compliqué et c'est une industrie qui est très lourde. Aujourd'hui, une usine de fabrication plaquettes, c'est un investissement, grosso modo, autour de 10 milliards de dollars. Donc, c'est des investissements qui sont très lourds, sont des processus qui sont très complexes, dans le sens qu'on a besoin d'avoir des ingénieurs, de compétences, des talents. Donc, c'est aussi l'identification des talents. La chose qui aujourd'hui c'est choquant, si vous voulez, c'est que ce n'est pas le fait que des sociétés comme, parce que j'ai vu la carte qui a montré Laurent tout à l'heure, de la délocalisation et le fait que la France, c'est un champion de la délocalisation dans les dernières 30 ans. En fait, si vous voulez, le secteur des semi-conducteurs, il n'est pas un des secteurs qui était plus touché par la délocalisation dans les dernières 30 ans. Parce que, comme je vous disais, c'est une industrie lourde, donc c'est pas facile de la délocaliser, mais même pas de la relocaliser, hein, c'est très compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières 30 ans dans le secteur semi-conducteur? C'était au contraire la croissance massive dans certaines régions, notamment Taïwan et la Chine, où grâce à les subventions des gouvernements centraux, ils sont énormément investis dans ce secteur, au point qu'aujourd'hui, Taïwan, ça représente presque 50% de la capacité mondiale, et l'Europe, dans 25 ans, est passée d'une capacité mondiale qui était à peu près un quart, hein, 25%, aujourd'hui, on est à 8%. Donc, pour ça, le commissaire européen de marché interne et des services, Messier Breton, l'année dernière, le mois de septembre, a annoncé un plan européen pour doubler
la capacité de fabrication de composants électroniques d'ici 2030. Et en effet, la Commission européenne a annoncé un plan de soutien de 42 milliards d'euros. Mais si on veut comparer les 42 milliards d'euros de la Commission européenne avec les 5 milliards qui ont été annoncés par le gouvernement de Taïwan et les 5 milliards plus qui ont été annoncés par le gouvernement chinois, ça va être une compétition sans possibilité de gagner, hein, parce que je ne sais pas si les 42 milliards, peut-être ça permettrait de doubler la capacité en Europe, mais sûrement pas d'augmenter la capacité au niveau mondial. Donc, ça, sont des secteurs industriels dans lesquels les subventions, si vous voulez, des États sont très importantes, parce que sans le soutien des États, ça, c'est une industrie qui, dans l'histoire, s'était évoluée grâce à les subventions, au soutien des États et des publics. Okay. J'espère d'avoir répondu à ta question. Oui, bah je crois, en tout cas j'espère, mais en tout cas merci pour cet éclairage parce que c'est important, encore une fois, c'est un peu le fil rouge quand on parle de délocalisation, relocalisation. C'est une équation à de multiples entrants et je crois qu'on y reviendra aussi un petit peu avec Laurent plus tard sur cet environnement favorable. En tout cas, merci beaucoup Maurizio de cet éclairage merci très... à toi. Martin, je t'entends en effet. Ok, je parle beaucoup plus près du micro. Merci beaucoup Maurizio. Alors, on va raccourcir, on avait prévu peut-être de refaire un point sur les travaux menés et par le cabinet Q et par Allianz sur des baromètres. Malheureusement, on va essayer de ne pas trop passer de temps, on va directement passer au sujet suivant. Les documents, vous les retrouvez de toute façon sur les plateformes de ces deux opérateurs, je pense. Vous me confirmez, merci. Je pense d'ailleurs tout le monde avait lu le baromètre des risques. Donc, Ah, moi je l'ai fait en tout cas. Parfait. Je le connaissais par cœur. Donc, alors, Jean-Baptiste, pour parler à partie assurance, donc on le voit, relocalisation, chaîne de valeur, enfin tous ces sujets sont là. Oui, les entreprises peuvent prendre une part dans ce phénomène de relocalisation, en tout cas prendre des initiatives, mais vous, les assureurs, comment vous appréhendez le sujet? Comment vous êtes prêts aussi à accompagner les entreprises sur ces grandes problématiques? Merci Laurent. Alors effectivement, même si les assureurs parlent en dernier, ils sont aussi en première ligne de la constatation de la tension sur la supply chain et de la rupture. Si vous aviez lu en profondeur le baromètre des risques, vous verriez qu'on est passé de la tension sur la supply chain à la rupture. Mais ça a déjà illustré aussi par le Laurent sans cravate. Alors pourquoi les assureurs sont en première ligne? C'est que je dirais que les programmes d'assurance dommages aux biens, transport, principalement dommages aux biens, sont architecturés pour donner des garanties de dommages, des pertes d'exploitation, donc des garanties suite à des baisses de chiffre d'affaires, et par extension, je dirais des garanties de carence, on va rentrer un petit peu dans la définition, que ce soit en France, en Europe, dans le monde entier. Donc indépendamment, je dirais, des relocalisations. Si on rentre un tout petit peu dans la définition de la carence, avec ce que vous avez sur le slide, on va distinguer contractuellement, je vais aller assez vite sur cette partie-là, distinguer contractuellement ce qui est carence directe, en lien directement évidemment avec l'assuré, versus l'indirect. Et par construction contractuelle, vous voyez déjà tout de suite qu'il y a un champ d'information qui est beaucoup plus visible, beaucoup plus accessible. Évidemment, c'est le direct. Et cette différence de visibilité entre la carence directe et indirecte va inéluctablement, du point de vue de l'assurance, se différencier par de la capacité différente et évidemment du prix. Alors si on va encore un tout petit peu plus loin dans la définition, et bien sûr on accueillera toutes les questions à la fin si vous voulez, si on va encore un petit peu plus loin dans la définition de la carence, c'est bien sûr une perte d'exploitation qui est consécutive à un dommage chez un tiers, donc hors du scope de l'assurance. Donc même si les assureurs sont aux premières loges, encore une fois, de cette relocalisation ou pas, il y a tout un champ d'événements, donc précisé tout à l'heure par Laurent sans cravate, encore une fois, comme les crises logistiques, les crises sanitaires, les crises de capacité, qui ne rentrent pas, c'est des événements qui ne nécessitent pas forcément de dommages, donc qui ne rentrent pas dans le champ de garantie des assureurs. Donc le message clé de cette première partie pour l'assurance, c'est de dire relocalisation ou pas, le financement par l'assurance des ruptures, des tensions sur la supply chain ne peut être qu'un tout petit élément
du risk management. Et donc, c'est d'abord le risk management, et par la co-construction qu'on verra tout à l'heure, c'est d'abord le risk management avant le risque transfert à l'assurance. Alors donc, vous parlez en dernier, mais déjà vous avez des réponses partielles, mais c'est déjà une forme de réponse. Merci Jean-Baptiste. Bon, imaginons malgré tout, soyons fous, qu'une entreprise décide de relocaliser. Comment, malgré tout, les assureurs, avec bien sûr les limites que tu viens d'expliquer, qui sont tout à fait légitimes, comment malgré tout vous pouvez accompagner vos assurés dans cette marge d'une sécurisation finalement de la chaîne supply? Très bien. Alors, c'est vrai que si les relocalisations rendent les chaînes logistiques plus courtes, on va réduire la vulnérabilité de la chaîne logistique. Si les relocalisations améliorent la visibilité, si les relocalisations améliorent intuitivement la maîtrise du risque, on va réduire la tension sur les supply chains et donc potentiellement améliorer les garanties de carence qu'on vient de voir à l'instant. Néanmoins, en 2022, les tensions ne sont pas uniquement sur les supply chains, elles sont aussi sur les garanties, sur les prix de l'assurance. Donc il est important en 2022 aux risk managers qui sont dans la salle de sécuriser, maintenir vos garanties de carence. Et si on va sur le slide suivant, c'est celui-ci, pardon. Je n'ai pas le retour, donc très bien. Et c'est celui-ci, très bien. Si on regarde sur ce slide, vous avez un certain nombre d'axes de travail, ce que j'ai appelé, mais le mot a été volé tout à l'heure par Laurent, des inducteurs, pour rendre le Laurent sans cravate, pour rendre plus visible et améliorer les garanties de carence. Donc je fais un tout petit peu de détails parce que finalement c'est le champ d'intervention de l'assurance est ici. Relocalisation ou pas, il faut absolument clarifier les définitions de vos polices d'assurance. La pandémie a aussi montré que on ne savait pas, post-événement, post-sinistre, si la garantie était acquise ou pas. Grande leçon de la pandémie. Donc il faut absolument clarifier avec votre courtier, avec votre consultant. Vous avez acheté, cher risk manager, une garantie. Vous devez savoir si elle fonctionne ou pas le jour du sinistre. Deuxième élément, l'analyse de risque, l'analyse des maillons. La sécurité de la chaîne logistique, elle dépend du maillon le plus faible. Donc il faut analyser tous ces maillons. Il faut traiter tous ces maillons. L'autre point, la localisation des sites fournisseurs. Donc ça y est, le temps est révolu de la petite liste qu'on mettait en annexe de la police, que personne finalement ne lisait vraiment, qui n'était jamais mise à jour. Il faut aller beaucoup plus loin dans la déclaration des fournisseurs. Je n'ai pas dit que c'était simple. Il faut aller beaucoup plus loin, évidemment, jusqu'à la latitude, la longitude de ces sites fournisseurs. Analyser, quantifier le rang, leur criticité. Analyser le flux de PE entre le fournisseur et vous, cher assuré. Un point qui est apparu en 2017, post-Recticel, Méridian et toutes les fameux incendies qui ont perturbé aussi dès 2017 les chaînes de logistique, c'est la qualité des risques de vos fournisseurs. C'est intéressant, c'est-à-dire que dans le CAC 40 et le SBF 120, le risk management en termes de prévention-protection est assez élevé, mais que par extension des garanties de carence à des tiers, à des sinistres survenus sur des tiers, on a déstructuré le barycentre des risques et vraiment c'est décentré de l'assuré donc chez le tiers et finalement on est moins vigilant sur la qualité des risques chez le fournisseur. J'ai pas dit aussi, et je regarde Mayol là-dessus, j'ai pas dit que c'était simple d'obtenir ces qualités des risques de ces fournisseurs. On va quand même éclairer le casting. Mayol, au sein du groupe Servier, est en charge de programme dommages et il se charge aussi de la prévention et à ce titre, il gère effectivement notre chaîne supply avec notre direction supply. Pardon. Et dernier point, donc l'indicateur de résilience, le BCP, le plan de continuité d'activité, aussi problème de confidentialité, d'accès à l'information, on pourra en débattre si vous voulez tout à l'heure, mais ça aussi, ça fait partie des documents maintenant nécessaires pour, encore une fois, je n'ai pas dit améliorer, mais j'ai dit pour maintenir vos garanties de carence. Donc les messages clés, si on devait synthétiser cette partie-là, qu'on peut distribuer évidemment, c'est que toutes ces qualifications, toutes ces quantifications, relocalisation ou pas, elles doivent s'anticiper. Elles doivent se co-construire avec l'assureur, l'assuré, son courtier, le consultant. Mais d'expérience, c'est jamais, en tout cas c'est les points que vous avez là, c'est jamais quelque chose qu'on peut obtenir en un mois d'appel d'offres d'assurance. Jamais. Ça se co-construit. Et je pense que Laurent, sans cravate, parlera aussi un petit peu de cette co-construction tout à l'heure.
Est-ce que ça répond à ta Oui, question, Laurent? merci beaucoup, Jean-Louis. C'est très éclairant et on voit qu'à nouveau sur cette thématique-là, et finalement relocalisation par relocalisation, et quand même elle se produit, la nécessité d'une collaboration entre l'assureur et l'assuré, finalement sur de la visibilité, si je comprends Tout bien, à fait. permet aussi d'avoir une meilleure information. J'ajoute à titre très personnel, en commentateur plus qu'en modérateur, peut-être qu'effectivement on est aussi nous preneurs assurés du retour d'expérience que vous avez, vous assureurs, de la façon dont on peut procéder et de ce qui est ici dans cette slide, de la qualification de la criticité de certains fournisseurs, quel que soit où se trouvent d'ailleurs nos centres de production. L'échange méthodologique est clé. Absolument. Merci Jean-Baptiste. Alors, on va poursuivre, on va essayer de se projeter un petit peu. Je vais repasser la balle à Laurent pour avoir un peu aussi cette vision un peu consultant. On va essayer de se projeter. L'avenir, c'est quoi ? On fait comment, Laurent ? Grande question. Hop là. Pardon. Alors, on fait comment, une fois qu'on a dit que c'était pas simple, c'est pas pour autant qu'il ne faut rien faire, bien au contraire. Déjà, peut-être au niveau des tendances, j'ai un titre un peu provocateur, mais il y a une tendance à la relocalisation qui est dans les pays à bas coût de main-d'œuvre. Donc relocalisation ne veut malheureusement pas dire relocaliser des usines qui ont disparu de l'Hexagone depuis 30 ans. Alors c'est une tendance qu'on observait avant le Covid, donc c'est pas forcément nouveau, hein. On le montrait tout à l'heure lorsque il y avait le graphe sur l'évolution des échanges internationaux. Depuis 2018, il y avait un tassement des échanges internationaux, même une diminution. Alors c'était lié à l'évolution même des marchés, hein. Les pays émergents avaient pour partie fini d'émerger, donc étaient en capacité de fournir leur marché de consommation propre, donc local. Il y avait une montée en gamme de leur côté. On a le poids des services qui est de plus en plus important dans les pays développés ou ceux qui le sont devenus récemment. Donc les services, ça s'exporte un peu moins bien que les marchandises. Il y a une augmentation des salaires aussi qui est un petit peu générale. Là, en Chine, c'est un vrai sujet. C'est beaucoup moins compétitif que ça a pu l'être par le passé. Et puis, les années Trump, ça a conduit à des replis nationaux qui n'ont pas facilité non plus tout ça. Donc cette tendance, on l'observait déjà. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire pour les entreprises retrouver de la compétitivité coût en sortant de Chine pour aller au Vietnam, par exemple, pour aller aux Philippines, donc en faisant là pour le coup du nearshoring. Donc on fait de la délocalisation mais compétitive dans des pays qui sont encore un petit peu moins chers. C'était aussi sortir de Chine pour échapper aux tensions avec les États-Unis, puisque il n'est pas échappé à tout le monde que ça devient de plus en plus aigu et que les États-Unis mettant des barrières douanières sur les produits en Chine, c'était une façon aussi de contourner ces augmentations de tarification. Et puis ça passait aussi par des changements de mode de consommation à l'échelle mondiale qui conduisaient les entreprises à se rapprocher de leur bassin de consommation traditionnel. Alors à la fois pour raccourcir les chaînes de valeur qu'évoquait Jean-Baptiste et être au plus près des consommateurs, mais aussi être en capacité de faire un peu moins de standardisé, un peu plus de spécifique, donc suivre des tendances, suivre des modes de consommation plus locales. Donc on est passé, on adore le jargon, donc on est passé d'une économie globale à une économie qui pourrait à terme être du glocal, donc du multilocal. Voilà. Donc ça c'est pour la tendance. Comment fait-on avant de penser relocalisation? Déjà, c'est de ne pas se tromper de combat. Tout n'est pas relocalisable. Dans ce que disait Jean-Baptiste, on parlait de la résilience des supplies et de leur efficacité même pour servir les consommateurs. Donc c'est ça qui doit être recherché. Et les relocalisations font partie de la boîte à outils, mais en soi ne sont pas non plus l'alpha et l'oméga. Quand une entreprise imagine relocaliser une production, qu'elle imagine la relocaliser d'ailleurs en France ou dans un autre pays à bas coût de main-d'œuvre, ou parce qu'elle change son schéma industriel et qu'elle veut avoir un pôle Asie, un pôle Amérique, un pôle Europe, elle va regarder 4 éléments. Elle va regarder les coûts de production relatifs, donc quelle est la structure de coût de ce que je fabrique, de ce que j'achète, quel est le coût de la main-d'œuvre, quel est le coût de l'énergie, quels sont les fameuses impôts de production qui existent d'un pays à l'autre. Elle va regarder les coûts de transport, les modes qui sont
utilisés, les délais, les taxes, les barrières à l'entrée qui peuvent exister. Les savoir-faire, Mauricio en parlait un peu tout à l'heure, on a besoin pour relocaliser de main-d'œuvre, d'une main-d'œuvre plus ou moins qualifiée, en règle générale plutôt qualifiée sur les sujets qui nous intéressent, dans le domaine des semi-conducteurs, des ingénieurs, des gens qui nécessitent d'avoir fait 4 ou 5 années d'études, donc c'est déjà pas demain matin que forcément on les aura. La valeur du Made in, est-ce que le consommateur est prêt à payer éventuellement un surplus parce qu'il accorde une valeur particulière à la production locale? Et puis enfin, l'environnement, les infrastructures. Là, pour le coup, la France est plutôt bien dotée. La stabilité juridique aussi, géopolitique. Pour le moment, les troubles sont assez loin de nous. Donc voilà, ça c'est plutôt un atout. Donc le message, tout n'est pas relocalisable, loin s'en faut. En revanche, il y a des vraies opportunités. On est dans un environnement qui est favorable. Je le disais tout à l'heure, les gens ont découvert l'importance de la supply, ont découvert le côté noir de la mondialisation de façon très concrète avec les pénuries, avec le sentiment très désagréable d'être dépendant d'autres pays, avec le sentiment très désagréable d'être quelquefois un nain sur le marché lorsqu'il y a concurrence à l'achat et que des Américains arrivent avec des grosses valises et achètent sur le tarmac des quantités de masques qui étaient destinés à arriver dans l'Hexagone. Il y a cet environnement-là qui fait qu'on est dans un contexte favorable pour repenser la structure des chaînes de valeur pour que les entreprises revisitent un peu leur modèle industriel. On a les changements de mode de consommation. Ça n'a échappé à personne, mais les consommateurs, effectivement, veulent de plus en plus du local, accordent un peu plus d'importance à l'impact environnemental. Il faut voir ce que ça donne dès lors qu'il s'agira de payer plus cher, mais au respect des droits humains. Donc, ce sont autant d'éléments qui font que relocaliser, ça peut paraître plein de bon sens pour mieux contrôler ce que l'on fabrique ou ce que l'on fait fabriquer. On est sur un coût des transports qui est particulièrement élevé en ce moment. Faut savoir que le coût d'un container Chine-Le Havre rendu, il a été multiplié par 6, voire par 10 ces dernières années. Et ça va probablement durer encore pendant 2 ou 3 ans. Donc il y a une vraie fenêtre d'opportunité pour repenser les choses. Dans 2 ou 3 ans, il est probable que le marché sera un peu stabilisé, les infrastructures de transport qui sont sous-capacitaires aujourd'hui le seront un peu moins demain. Donc il y a une fenêtre de tir qu'il faut pas louper. Je vais au dernier point avant d'aborder le troisième, les nouvelles technologies. La digitalisation de l'industrie, c'est pas qu'un mot, c'est la digitalisation des échanges, c'est la robotisation, c'est ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Ça permet de retrouver de la compétitivité là où il est impossible d'en avoir au niveau des coûts de main-d'œuvre. Donc voilà, ça peut permettre de relocaliser un certain nombre de productions dans l'Hexagone. Et puis enfin, quand je disais que tout n'était pas relocalisable et qu'il y avait un certain nombre d'inducteurs de coûts qui faisait que c'était économiquement viable ou pas, un autre élément important, c'est le soutien des politiques publiques françaises et européennes. On a de beaux discours sur de l'importance sur certaines productions stratégiques de retrouver de l'indépendance, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Donc ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire mobiliser des capitaux publics, ça veut dire baisser des impôts de production comme le propose un certain nombre de candidats en France, ça veut dire renforcer des barrières douanières, les caler par exemple sur des émissions de CO2 pour avantager des productions vertueuses par rapport à d'autres qui le sont un peu moins, renforcer des législations aussi sur les prises de participation étrangères et les transferts de techno. On est particulièrement naïf en France, en Europe aussi, peut-être parce que ceux qui, quelquefois, font les lois ne comprennent pas forcément tout le sel qu'il y a derrière tout ça, mais qui est éminemment important. Tu as décidément envie de créer une petite climat polémique sur cet atelier, Laurent? Non, pas de polémique, mais remettre un peu de réalisme sur le sujet. On fait preuve des fois d'une naïveté un petit peu confondante. Donc il y a le Chip Act qu'évoquait Mauricio sur les puces. Alors juste pour donner deux ordres de grandeur qui moi m'amusent toujours, c'est une usine de puces, le ticket d'entrée c'est 10 milliards. Donc vous voyez les 45 milliards ou les 42 milliards de l'Union européenne, ça va quand même pas aller bien loin par rapport à d'autres investissements. C'est 4 usines.
Voilà. Et puis par rapport à la crise des semi-conducteurs dans l'automobile, ce qu'il faut savoir, c'est que la totalité des semi-conducteurs consommés par l'automobile, c'est moins de 10% du marché mondial. Le premier client des usines de semi-conducteurs dans le monde, c'est une petite entreprise qui s'appelle Apple et elle pèse à elle seule 14%. Donc voilà, ça donne une idée des ordres de grandeur et des combats qui sont à livrer. Et puis je crois, Laurent, que sur la pharma aussi, les politiques publiques ont une influence certaine. Absolument, c'est un point. En plus, l'indépendance sanitaire, c'est vraiment un sujet qui met l'industrie pharmaceutique au premier plan. Et il ne vous aura pas échappé que, de manière assez symptomatique, M. Castex va annoncer officiellement les plans de réinvestissement de Sanofi. Donc c'est quand même assez unique de voir que des autorités publiques font des annonces des investissements d'opérateurs privés, certes dans le domaine de la santé et certes pour Sanofi, mais encore une fois, je pense que dans ce panorama, et c'est un peu le titre de cette diapositive, c'est l'environnement favorable. Les entreprises sur les phénomènes de relocalisation, pourquoi pas, mais encore faut-il qu'il y ait un environnement favorable. Je ne dis pas ultra privilégié, mais par exemple sur le prix des médicaments, vous savez qu'ils sont, pour ceux qui sont remboursés, totalement fixés par les autorités. Et quand on fixe un prix, eh bien, pour l'industriel, à lui de s'accorder pour, malheureusement aussi, parce que c'est à la réalité économique, d'avoir des marges bénéficiaires. Et donc, baisser les prix des médicaments, c'est aussi rogner les marges et c'est aussi se priver de la possibilité d'avoir une réindustrialisation et de gagner le coût, de regagner cette forme d'indépendance. Et en fait, on mesure ici que tous les risques ont un coût, il faut le valoriser. Ça, c'est les grandes leçons du risk management. Il n'y a pas de mesure à implémenter pour contrôler un risque avant qu'on en ait fait l'exact diagnostic et le coût porté par le risque lorsqu'il se réalise, voire et en corrélation et en regard les coûts induits pour maîtriser le risque. C'est toujours cet équilibre. Et donc, alors on va avancer sur une conclusion, on va aller un peu plus vite que ce qu'on avait un peu prévu, vous m'en excuserez. Tout ça, je pense que vous aurez compris que le thème de la relocalisation, c'est magnifique, c'est porteur de plein de discussions extrêmement enrichissantes et qui éclairent particulièrement notre monde actuel. Mais comme l'a dit Laurent, et je reprends sa formule, l'incantatoire, ça ne fonctionne pas. Donc on voit qu'on est sur des modèles extrêmement complexes. Le risk management au sein des entreprises, pour moi, c'est un atout clé. C'est pas le risk manager qui va faire la décision de l'entreprise sur des options stratégiques, bien évidemment, mais ça part dans la décision, dans l'instruction des choix qui doivent être faits de plus en plus grandes, avec les analyses partagées avec les assureurs pour bien déterminer les coûts, avec des données un peu macro qui permettent d'enrichir la discussion. Mais je crois que le risk manager, alors qu'il soit 4.0 ou 1.1 ou peu importe, le risk manager de demain, c'est celui aussi qui va participer sur ce sujet des choix stratégiques d'implémentation, qui va fournir son diagnostic avec les différentes composantes de l'entreprise pour valoriser exactement le coût induit et le coût des mesures. Alors, il nous reste un peu de temps, il nous reste 5 minutes pour ce délicat moment de la question ou des questions. Et voilà, mon écran s'éteint faute de batterie, c'est un timing parfait. On n'a plus besoin des diapositives, on n'a plus besoin de semi-conducteurs, on a perdu Maurizio, j'en suis désolé pour lui. Il y avait une puce ST dans le... C'est un peu violent pour lui, j'en suis désolé. Voilà. Si vous avez, encore une fois, il nous reste 5 minutes, voire un peu plus, on peut déborder si vous le souhaitez. S'il y avait des questions, une ou plusieurs, la parole vous est transmise. Oui. J'ai une question sur les relocalisations. Est-ce que finalement là, on a parlé d'un marché... Un petit micro qui arrive, pardon. J'ai la chance de vous connaître. Localisation, oui. J'ai la chance de vous connaître, si vous pouviez juste vous oui, présenter. Pardon. Alors, je suis Bénédicte Cochet, je suis responsable de l'indemnisation property chez AGCS. Voilà. Et ma question sur les relocalisations, c'est est-ce que finalement ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui est partagé par les autres pays, en fait, c'est-à-dire cette question, et vous parliez, c'était assez intéressant, sur pour le consommateur, est-ce que le consommateur français est prêt à payer un peu plus cher? Finalement, on en a beaucoup entendu parler, parce que finalement les Français souhaitent une relocalisation quand on entend, c'est-à-dire que finalement la mondialisation fait peur. On voit voilà, parfois... Voilà, des souhaits de relocalisation, en tout cas de protectionnisme. Mais est-ce qu'effectivement, le consommateur, d'abord, il est prêt à payer plus cher? Et finalement, est-ce que ce qu'on vient de voir aujourd'hui, voilà, est partagé par d'autres pays, par notre pays européen? Alors, déjà d'un pays à l'autre, les situations vont être un petit peu différentes. C'est ce que j'essayais de montrer tout à l'heure avec la France championne du monde de la délocalisation. Donc ça se pose pas avec autant d'acuité en Allemagne, même en Italie d'ailleurs, c'est assez surprenant.
On a nos amis anglais qui sont à peu près dans la même situation que nous. Alors le consommateur, déjà tout n'est pas relocalisable. On n'effacera pas 30 ans de mondialisation en le décrétant, en tout cas pas en quelques années. Il y a aujourd'hui des productions qui n'existent de toute façon plus en France, qui n'existent quasi plus en Europe et qu'on ne saura pas reconstituer ou pour lesquelles il n'y aura pas de viabilité économique à le faire. La Chine, la Chine, mine de rien, c'est un succès pour son modèle. La Chine, c'est le seul pays au monde qui a une telle largeur et profondeur de gamme. En Chine, on va trouver de la chaussure à quelques cents et on va trouver des équipements électroniques de très grande valeur. Donc la Chine continuera d'une manière ou d'une autre à être très importante dans les schémas industriels globaux. Après, il y a des choix stratégiques qui doivent être faits. Ceux-là ne pourront qu'être financés par des politiques publiques, sinon à date, ils sont économiquement pas viables. Et puis en revanche, il y a effectivement le comportement de tout un chacun qui peut avoir une influence. Est-ce que ça suffira à réindustrialiser voilà, déjà, si sur un certain nombre de choses qui sont de l'ordre de l'agroalimentaire, de l'ordre du vestimentaire, de l'ordre de choses où ça paraît aberrant de faire venir des produits de l'autre bout de la planète. On avait tout un chacun un minimum de conscience de ça et je pense qu'on changera une partie des choses. Mais en revanche, on ne sera jamais binaire sur le sujet. Ça, à titre personnel, je n'y crois pas. Mais... Je vais juste ajouter un commentaire sur le comportement individuel. En fait, on s'est aperçu dans le domaine de la santé, c'est très vrai. On a perdu le sens de la valeur des choses. Vous avez tous fait l'expérience, je pense, assurés sociaux, de vous présenter dans une pharmacie et d'en ressortir sans avoir rien déboursé. Eh bien, on a mis le verre dans la pomme et qu'à partir du moment où on considère que rien n'a de valeur puisqu'on ne le paye pas physiquement, alors c'est formidable d'un point de vue de notre modèle social, mais ça pose aussi le fait qu'on n'a plus à tirer chez l'individu la valeur des choses. Et qu'effectivement, le comportement individuel, suis-je prêt à payer plus cher d'un bien parce que je sais qu'il est produit à 100 mètres de chez moi, c'est une vraie question, comme la question de la santé. Et toutes les grands sujets qui sont traversés par ce sujet de la relocalisation, c'est de la valeur. C'est de la valeur, on peut la monétiser, il y a d'autres valeurs. Et là, ça renvoie, comme votre question y invite, à la responsabilité individuelle. Mais le contexte global, politique, social, va influer aussi sur ces décisions. Les entreprises ne vont pas faire ça toutes seules, c'est un peu la conclusion. Mais je partage assez l'avis de Laurent, il n'y a pas de modèle binaire ou simple. Réduire à des visions simplistes me paraît extrêmement périlleux et risqué, si on veut rester dans le thème de la gestion des risques. Monsieur Maître Charles Hutot-Quentin du cabinet Simons & Simons, que je présente pour aller plus vite. J'aurais pas été beaucoup plus long. Moi, j'ai une question sur la relocalisation. Alors, on a vu qu'il faut des politiques publiques, qu'il faut une volonté, sans doute un changement des consommateurs, de comportement. Mais est-ce qu'on est prêt à le faire ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a les ingénieurs ? Est-ce qu'on a les filières de formation ? Est-ce qu'on a finalement, avant même l'outil industriel, les gens pour le faire fonctionner ? Joker. Dans un certain nombre de domaines, en tout cas pas suffisamment et pas en quantité. Il se trouve que le cabinet que je représente fait des études pour un certain nombre de secteurs, des études un peu prospectives. On en a fait une récemment pour le secteur industriel. Il y a un gros problème d'attractivité. C'est pas tant un problème de formation. On revendique d'avoir les meilleurs ingénieurs du monde, ce qui est pour partie vrai, tant qu'on ne les laisse pas diriger certaines entreprises. Mais aujourd'hui, l'industrie n'attire plus. Les ingénieurs vont en banque, quelquefois en assurance. Par défaut. Plutôt que d'aller dans les usines. Et le dernier choix. C'est fort dommage. Mais après, c'est la résultante de ces 30 dernières années. Donc, c'est pas parce que c'est comme ça qu'il ne faut pas changer les choses. Il y a plein de choses dans l'industrie qui sont éminemment attractives, en particulier parce qu'elles se révolutionnent. Je parlais rapidement d'industrie 4.0, mais c'est une formidable révolution technologique qui va toucher tous les secteurs.
qui permet d'avoir des métiers très intéressants, qui permet de corriger tout ce qu'on pouvait reprocher de métiers pénibles, de métiers sales, de métiers, que sais-je, qui n'attiraient plus les jeunes, qu'ils soient ingénieurs, techniciens ou simples opérateurs. Donc voilà, il faut le faire savoir. Ça passera par plein de choses, et ça passera en particulier par un changement de paradigme au niveau des politiques publiques. Et j'ajouterais, dans cette fil conducteur de la cartographie des risques, je pense que ceux qui, dans cette salle, ont fait des cartographies des risques, je pense que vous devez avoir une petite fiche risque quelque part sur la rétention et la captation des talents. C'est un vrai sujet des entreprises. C'est un peu en creux la question posée. Je ne veux pas trahir de grands secrets. Nous l'avons dans notre cartographie dans l'industrie de la santé, qui effectivement évolue vers d'autres métiers où on va être en compétition avec d'autres secteurs. Donc là aussi, le risk manager doit aussi être capable de valoriser et d'orienter les choix lorsqu'il s'agit d'attirer ou de retenir les talents qui sont... et il y a certains secteurs où c'est une chasse ouverte aux talents. Donc, et là-dessus, les entreprises doivent aussi mettre les moyens. Et il y a la valeur du savoir, quand je reviens à cette notion de valeur, qui doit être prise et appréhendée par les entreprises. S'il n'y a pas d'autres questions, je rajoute juste un point. On parlait de la valeur et du bien, mais aussi l'échelle. Si vous regardez un petit peu le nombre d'employés qu'il y a en Chine pour les sous-traitants du semi-conducteur, vous avez facilement des entreprises à plus d'1 million de salariés. Donc ça, en Europe, c'est quelque chose qui a disparu depuis plusieurs années. Hein. Donc c'est en lien avec vos questions. Mais regardez, par exemple, Foxconn, un sous-traitant d'Apple, c'est impressionnant le nombre de salariés. C'est des choses qui sont démesurées, et c'est que des salariés chinois. On n'a rien contre la Chine. Hein. On est très heureux d'avoir... Non, mais c'est pour référer quoi la question. Bien sûr, j'ai compris. Ah, on a peut-être... Ouais. Bonjour à tous, merci pour votre intervention. Donc moi, je suis alternante en gestion des risques chez Veolia et également étudiante en géopolitique. J'aurais une question portant sur les semi-conducteurs. On entend beaucoup parler d'autonomie stratégique à l'échelle européenne. Vous avez évoqué le European Chip Act qui va être présenté par le commissaire Breton la semaine prochaine. Et j'aurais aimé savoir si c'était possible à l'échelle européenne de mettre en place cette autonomie stratégique, notamment dans le domaine des semi-conducteurs. Et si oui, à quelles conditions? Merci. Alors déjà, derrière le terme de semi-conducteur, il y a énormément de choses. C'est un peu comme dans la pharma. C'est pas uniquement un seul produit, une seule technologie de production, une seule complexité de production. La crainte, hein, mais c'est la crainte de beaucoup d'observateurs, c'est qu'il y ait une dispersion de l'effort. Donc Mauricio l'a très bien exprimé, on ne rattrapera pas le décalage qu'on a laissé se faire avec la Chine, avec Taïwan en particulier. Je continue à distinguer les deux, mais on ne le rattrapera pas parce qu'on n'en a pas les moyens financiers. En revanche, si on se concentre sur ce qu'on appelle les nanotechnologies, donc l'infiniment petit qui va être de moins l'avenir des semi-conducteurs, qu'on choisit de concentrer l'effort, non pas sur tout le monde pour faire plaisir à tout le monde, mais sur un certain nombre d'acteurs qui ont une véritable valeur ajoutée sur ces domaines. On peut reprendre des positions si ce n'est de leader, en tout cas d'indépendance sur ça. On a les savoir-faire, on a pour le coup les centres de recherche, les chercheurs, les ingénieurs qui peuvent permettre de le faire. En revanche, la grosse déception, c'est que ces fameux 42, moi je crois que c'est 45 milliards, soit saupoudrés dans plein de domaines. Et ça, c'est pas propre aux semi-conducteurs. On a beaucoup parlé, ça tu peux peut-être le commenter, de la pharma et de la nécessité d'arrêter d'être dépendant pour les principes actifs de choses qui viennent de l'autre bout du monde. Bah, c'est pareil, on ne peut pas être indépendant sur tout. Non, et le parallèle est tout à fait juste, puisqu'il y a aussi un plan européen de concertation, de réindustrialisation de l'Europe. Moi, j'avoue qu'on sera toujours plus fort en européen que de manière individuelle, étant donné les efforts d'investissement et de la cohérence d'un schéma de production au niveau européen. Donc il y a aussi un environnement politique européen qui est favorable à la santé, à l'industrie pharmaceutique. Mais encore une fois, je rejoins parfaitement l'avis de Laurent, c'est la sélectivité de ce que l'on fait. À vouloir faire tout, on finit par faire tout de manière très moyenne, voire de manière très
inadaptés. Et encore une fois, je vais faire ce parallèle. Ce qu'apprend les bases du risk management, c'est de bien cibler, de bien valoriser, de vérifier quelle est la mesure la plus adaptée, la plus pertinente, la plus efficace à la résolution d'un risque. Et aujourd'hui, le saupoudrage ou prétendre que débloquer 10, 100, 200 milliards résoudra la situation, je crains que non. Donc on aura encore un effet de dispersion et qui va entretenir ce climat d'une des dépenses publiques inefficaces. Je crois que vous, étudiante en géopolitique, vous mesurez le poids de la question de l'efficacité des décisions politiques. Et je crois que les entreprises doivent aussi, de manière décomplexée, que ce ne soit plus un sujet tabou, que les entreprises, les industries doivent participer à une plus grande sélectivité des supports publics. Je crois qu'il y avait une question à droite, sauf si c'était la même. On a débordé un tout petit peu, mais comme il n'y a qu'une personne qui nous a quittés, j'imagine que ça intéresse tout le monde. Donc, alors, on est large, Pardon, j'avais 30 mois, pardon. Bon, ça rejoint un peu les questions qui ont déjà été posées, mais quand on est une entreprise, alors certes en France, mais qui est dans un environnement international, avec donc des entités un peu partout dans le monde, et que partout dans le monde, on a cette volonté un peu de relocaliser. Comment on fait face? Parce que si tout le monde veut son made in Space, made in France, made in Tunisia, et ainsi de suite, comment l'entreprise peut gérer cette demande multiple de relocalisation quand elle est partout dans le monde? Je vais te laisser répondre, mais juste un point, c'est très juste. Genre, je vais revenir sur la pharma, c'est un secteur que je connais un tout petit peu. Comme c'est un secteur extrêmement réglementé, il y a des pays dans lesquels les AMM, les prix, les conditions d'accès au marché sont très... comment dirais-je, une invitation polie à y avoir de la production locale, ne serait-ce que du conditionnement. Donc encore une fois, on voit qu'effectivement, il y a un aspect de compétition entre les différentes zones géographiques. Et en tout cas, à l'intérieur de l'Europe, il ne faudrait pas que la compétition soit malsaine à l'intérieur de l'Europe. Donc il faut qu'il y ait vraiment une synergie. Donc effectivement, il y a une compétition sur les environnements publics. Et là, alors là, ça renvoie... C'est cette boîte de Pandore que je ne voulais pas ouvrir, mais ça renvoie à des choix politiques marqués, forts, qui est de savoir où sont nos besoins, où sont nos risques, dans quel domaine et dans quelle industrie on veut regagner une indépendance, pas l'indépendance d'aujourd'hui, l'indépendance de demain, de celle qui va nous être nécessaire dans un monde qui est en train d'évoluer, avec des attentes qui sont différentes. Je pense que la santé, la crise Covid l'a mis, en tout cas en lumière de manière extrêmement forte. Est-ce qu'on a perdu toute forme d'indépendance? Moi, je ne crois pas. Mais encore une fois, ça vaut pour l'instant du moment et ça n'est que ma position. Mais dans la compétition à venir, les choix se font maintenant, effectivement. On est un peu à un tournant de l'histoire. Je rejoins la réponse de tout à l'heure, c'est une sélectivité. Et on n'est pas de taille à monter sur un ring avec un poids lourd si on est un poids plume. Donc il vaut mieux choisir rester en poids plume et exceller en poids plume. Moi, je rajouterais que ça dépend aussi des secteurs. Là. Il y a des trucs un peu évidents, du style le luxe, le Made in France. C'est celui qui va être valorisé par le consommateur chinois, donc là, pas de débat. Après, autre sujet, toutes les entreprises qui s'internationalisent pour aller chercher des consommateurs à l'autre bout du monde, elles se rendent compte aussi que c'est compliqué une supply, parce qu'on parlait beaucoup du flux Chine-Europe, mais le flux Europe-Chine n'est pas tellement plus simple. Donc dès lors qu'il y a un marché local qui est porteur, on peut imaginer aussi construire des usines de production pour ce marché-là. L'automobile l'a d'ailleurs bien compris, hein, quand au début de la crise Covid, quand on parlait de la crise autour de Wuhan, c'était une crise pour les constructeurs, mais une crise par rapport aux consommateurs chinois. Ce n'était pas tellement les voitures qui étaient réimportées en Europe. La problématique, c'est d'avoir arrêté des chaînes et puis d'avoir arrêté de toute façon le marché de la consommation en Chine. Un constructeur comme Volkswagen doit faire pas loin de 20% de son revenu uniquement sur le marché chinois, donc c'est conséquent. Et puis après, il y a le modèle que j'évoquais, c'est que globalement, avec l'élévation du niveau de vie des consommateurs, avec les aspirations qui sont les mêmes, quelquefois un peu désynchronisées, mais qui suivent à peu près les mêmes parcours, il y a un besoin aussi de proximité. Donc on passe de schémas totalement globalisés à des schémas qu'on appelle multilocal ou local.
où on va avoir des zones de production qui vont correspondre à des marchés de production, ce qui a des marchés de consommation, ce qui va permettre de raccourcir les distances, d'être beaucoup plus réactif, de faire un peu plus de spécifique par rapport à un marché. Donc ça va être le marché produire en Méditerranée ou autour du bassin méditerranéen ou en Europe de l'Est pour l'Europe, là où il y a quand même un tissu industriel et quelques avantages compétitifs. Ça va être produire au Mexique pour l'Amérique du Nord, ça va être continuer à produire en Asie, mais pour le marché asiatique. Il y a beaucoup d'entreprises internationales qui sont en train de faire pivoter leur modèle industriel pour aller dans cette direction. Pour autant, encore une fois, ça ne va pas être binaire, donc ça va tout d'abord être à la marge, prendre une place de plus en plus importante. Et encore une fois, il y a des productions qui n'existent que dans certaines zones du monde, et celles-là, on n'imaginera pas les reconstituer ailleurs. On va considérer qu'on a épuisé le stock de questions disponibles. Je pense que vous aurez tous perçu que ce sujet, résumé en une phrase risque-opportunité, c'est bien plus large, bien plus complexe, ce qui fait d'ailleurs tout l'intérêt de cette question. Je crois, en forme pour ma conclusion, que les entreprises, bien sûr, ont leur rôle à jouer. Et à l'intérieur des entreprises, le risk management, dans une dimension un peu plus volontariste, d'avoir cette grille de lecture des risques, à faire des choix stratégiques industriels selon que le contexte politique dans certaines zones y est favorable, que les conditions économiques y sont favorables. Et là-dessus, l'expertise du risk manager maintenant aujourd'hui, on le sait, ça n'est plus de faire des appels d'offres courtiers ou assureurs, c'est de faire ça s'il le faut, mais en tout cas, plus largement, de faire la juste analyse des risques et de trouver le financement adéquat et d'aller toquer à la porte d'Allianz pour avoir des garanties adaptées. Et peut-être je vous laisserai l'un et l'autre aussi une forme de conclusion. Très bien, mais la transition est toute faite, merci. C'est effectivement, relocalisation ou pas, je dirais que aujourd'hui, au point de vue assurance et assureur, la relocalisation est vue comme marginale. En tout cas, les réflexions autour de la relocalisation permettent au risk manager notamment d'ouvrir d'autres portes dans son entreprise, dans son organisation, les achats, la supply, la qualité, et en temps un petit peu égoïstement pour l'assureur, d'avoir des nouvelles informations pour qualifier son risque, notamment de rupture, et encore une fois, j'y reviens, sur la carence. Donc je veux dire, il y a opportunité dans cette réflexion que la relocalisation se fasse ou pas. Et puis moi, je voulais tendre une petite perche ou la main plutôt aux assureurs qui sont passablement chahutés ces derniers temps, donc je ne vais pas rentrer dans l'émotionnel. Ils méritent un peu quand même. Certainement. On m'avait prévenu. Non, mais dans la forme, tu as tout à fait raison. Mais après, si on regarde plutôt sur le fond, ce qu'on peut leur reprocher peut-être pendant des années, c'est d'avoir, sur la supply, octroyé des garanties sans réellement comprendre ce qu'ils assuraient. Excuse-moi. C'est possible. Voilà, donc ça, dans la forme, tout d'un coup, ne plus assurer, ça peut paraître brutal. Pour autant, la chose demeure avec la complexification des supplies. On a perdu en visibilité. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, pour ne pas dire une très grande majorité, qui ne peuvent pas jurer la main sur le cœur qu'elles maîtrisent leur supply chain. Elles manquent de visibilité dessus, et que voilà, là aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on l'ignore parce qu'on en subit des effets. Donc il y a matière à effectivement faire du risk management, se réapproprier sa supply pour pouvoir décider comment on oriente sa stratégie. Et puis déjà, ce sera probablement un premier pas pour de nouveau rassurer les assureurs et les faire revenir à une meilleure humeur. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention, et puis bonne fin d'Amrae. Alors, désolé, je ne peux pas afficher la slide et je ne peux pas afficher le QR code, du coup, je suis bien démuni, mais normalement... alors, il est sur la porte, voilà. Donc vous avez cette petite application, puisqu'il n'y a plus de formulaire écrit, à partir de laquelle vous pourrez, si vous le souhaitez, qualifier cet atelier selon qu'il vous aura apporté en tout cas un éclairage, si ce n'est des réponses à vos questions. Merci beaucoup. Merci.